bien oui, il a fallu improviser, vu la défection, disons que les deux romanciers invités n'ont pas pu venir, et évidemment nous allons avoir deux poètes à la place, deux personnalités du cru d'ailleurs, et on peut s'en réjouir. Alors voilà. En fait, je me demandais en préparant la rencontre de ce soir, quelles étaient les affinités entre écrivains, entre amis écrivains, entre écrivains ennemis parfois, qui se voient obligés de reconnaître le grand talent en face. En fait, c'est vrai il est vrai qu'on parle souvent des grandes affinités qu'il y a eu chez les écrivains, on parle aussi beaucoup des inimitiés qui sont parfois extrêmement rude dans notre petit monde. Et bien, il faut parfois reconnaître que la personne que vous n'aimez pas trop dans la personne a un immense talent. On prend toujours l'exemple de Céline, je crois que c'est le plus parlant. Et la question des interactions est aujourd'hui appropriée. Je connais Michel depuis près de 40 ans. Au départ, Michel Joiret était pour moi un simple nom sur la couverture de livres que je lisais. On ne s'était pas encore croisés, mais c'était il y a bien longtemps. Et ces dernières années, seulement, cette maison à Ixelles nous a donné l'occasion de nous voir bien plus. Cela n'a rien de fortuit. Ces souvenirs qui pourraient paraître insignifiants m'ont amené à me poser une question. L'implication personnelle change-t-elle la façon dont nous découvrons un livre? La question est importante dans ton cas. On sait que nous te devons, dans la Belgique littéraire, beaucoup, tant tu as donné à d'autres amis écrivains. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la publication de ton dernier recueil, je commencerai par te demander sur le contact avec l'auteur, toi qui en as commenté autant, si ce contact change la perception de l'œuvre. Je ne suis pas sûr que le contact puisse changer la perception d'une œuvre, mais ce que je sais, c'est que c'est un contact différent de ce qu'on peut imaginer, à savoir le fait de prendre de quoi écrire, comme on dit, de quoi écrire, le fait de coucher quelque chose sur le papier, quelle que soit la chose d'ailleurs, pour moi, appartient à l'inhabituel et parfois même au prodige, parce que en fait, on pourrait faire toute autre chose. On a plein de choses à faire dans la vie, bien sûr, et puis la vie court aussi derrière nous, donc nous devons être en course tout le temps. Nous faisons des courses. Et puis, il y a cette page écrite, et il y a la personne qui doit se situer par rapport à cette page écrite. Et ça, ce sont deux choses qui m'intéressent beaucoup. C'est qu'il y en a qui le font naturellement et avec une certaine bonhomie, je dirais, et d'autres qui semblent en souffrance d'avoir écrit quelque chose. Et donc, le contact humain que tu vas avoir avec les gens qui écrivent, eh bien forcément, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ce contact est différent des autres. On n'a pas le même rapport. Il y a toujours, même si on parle de choses tout à fait coutumières, qui nous intéressent dans l'immédiat, eh bien, il y a une seconde conversation qui se fait, si tu veux, à partir de l'écrit. Et moi, je trouve ça prodigieux, quelle que soit la qualité de l'écrit d'ailleurs. Le fait de dire, voilà, je vais poser ma main sur le papier et je vais envoyer un message qui n'est pas un message oral, qui est un message écrit inhabituel et qui va me représenter vis-à-vis des autres. Comme ça, extraordinaire. Oui, évidemment, tu es arrivé en littérature très tôt, tu as baigné ici dans le milieu littéraire et tu t'es développé comme ça.
On sait que Martine, toi tu as commencé plus tard, hein, il y a eu des expériences de vie que l'on connaît tous un peu, etc. Enfin que nous vivons tous bien sûr, des joies et des douleurs. Et tu es arrivé plus tard à la littérature, tu avais certainement lu et écrit d'autres choses avant, mais tu as contacté ce monde littéraire un peu plus tard. Et évidemment, ton approche est peut-être différente de celle de Michel. Comment as-tu perçu ce monde? Une fois que tu es arrivé dans ce monde, que tu as commencé à côtoyer des gens que tu avais peut-être déjà vus auparavant, est-ce que tu as été surpris en bien, en mal? Question. Oui, c'est une question, mais... Il y a de toutes sortes de réponses différentes. Bon, d'abord, moi, je suis née dans la littérature dans le sens où mon père était prof de français et j'étais très complice avec lui et il me faisait même corriger ses notes d'examen. Quand j'avais 14 ans, j'ai corrigé les notes d'examen. Mais enfin bref, on était vraiment très proches, donc j'ai vraiment vécu là-dedans. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais simplement voir un petit peu, comparer à Michel, qui est arrivé très tôt dans ce milieu-là, si l'approche que tu as eue a un petit peu changé ta perception des choses. Alors, oui, je refais le fil. Ce que je voulais, donc, pour moi, en fait, il n'y avait rien de plus. Bon, j'ai fait un travail de juriste toute ma vie qui m'a plu, mais c'était quand même très, on va dire, terre à terre, presque, hein, la fiscalité et tout. Mais pour moi, en fait, dans un coin de ma tête, je me disais que le plus beau, la plus belle chose, le plus beau métier du monde de plus, c'est être écrivain. Ça, c'était vraiment le rêve. Et j'avais d'ailleurs promis à mon père que j'écrirais un roman. Bon, il n'a pas lu, il n'a pas eu le temps, mais bon. Mais donc, c'est venu de là. Et donc, quand je suis arrivée quand j'ai publié le premier bouquin, je me suis dit, bon, je ne vais pas me contenter d'écrire, de publier, puis d'attendre chez moi qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, j'ai vu qu'il existait l'association des écrivains, et j'ai contacté, et puis j'ai été à toutes les séances. Je crois que j'en ai vraiment quasi pas raté depuis 2013. Et là, j'étais d'abord, disons que les sensations étaient différentes. J'ai d'abord été émerveillée par tout qui écrivait une ligne. Pour moi, c'était merveilleux d'avoir publié une ligne. Et puis, évidemment, au fur et à mesure que j'ai mieux connu des gens, des écrits, disons que les sensations se sont un peu affinées et un peu diversifiées selon les gens. Et il y a des choses qui m'ont un peu étonnée quand même, c'est plutôt de la part plus des poètes que des romanciers. C'est que je croyais, moi, que les poètes étaient au-dessus de plein de choses de la vie, au-dessus des jalousies, au-dessus de au-dessus de tout ce que je trouvais tellement rare à l'épaisseur. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des gens comme tout le monde. D'un côté, c'était rassurant, parce que je me dis, après tout, je peux rentrer là-dedans aussi, avec mes défauts et mes hontes. Donc, voilà. Mais donc, c'est vrai que ça a quand même été une surprise. Ils étaient tous tellement sur un piédestal, tellement haut. Je ne dis pas qu'ils en sont tombés, mais ils se sont mis à des places un petit peu plus juste, oui, et c'est bienfaisant également. C'est très bien aussi, oui, parce que j'ai rencontré, alors humainement, des tas de gens, bon, les meilleurs amis que j'ai sont écrivains. Quelle est l'autrice américaine qui avait dit quand j'ai publié mon premier roman, j'ai cru que ma vie allait être une fête de tous les jours. Et puis je me suis rendu compte que de toute façon, je devais continuer à faire la cuisine, m'occuper de mes enfants, c'est un peu ça. C'est un peu c'est ça, et puis c'est pas autre chose. Mais cette sensation qu'il faut quand même donner beaucoup de soi aussi, qu'il faut pas, surtout pas attendre, écrire et puis attendre que les gens viennent vers vous, que les gens vous lisent. Il faut quand même beaucoup donner de soi pour partager. Enfin, moi, je crois beaucoup. Enfin, je crois que maintenant les gens qui me connaissent un peu le savent, au partage, à l'échange, aux rencontres, et donc
que ça fait partie intégrante, en tout cas en ce qui me concerne, de l'écriture. C'est écrire dans mon petit coin, c'est vrai, publier, et puis il faut absolument pour moi qu'il y ait des échanges et qu'il y ait des interactions avec les autres. Voilà, je veux dire, nous allons maintenant parler poésie, parce qu'on est là pour ça, et parler de vos deux livres. Donc Michel, on sait à quel point ton œuvre est volumineuse et variée. Chaque livre est un tournant, même s'ils sont nombreux, les tournants et les livres que tu as écrits. Nous avons ici la publication de Journal d'une année de mer ultime. L'appellation journal est tout à fait explicite. Chaque poème porte le titre du jour de son écriture, donc 365 poèmes. J'ai vérifié, c'est pas Yannis bisextile, il aurait pu en avoir 366. Les Idées-Leçons Samsa nous offrent toujours un volume imprimé avec grand soin, un texte important dans ton parcours, qui est ici bien mis en valeur par l'éditeur. Donc les Idées-Leçons Samsa éditent toujours des livres qu'on a plaisir à manipuler, qu'on a plaisir à feuilleter et à lire. On ne trouve aucune date de l'année qui concerne l'écriture. Je veux dire que c'est heureux, c'est un côté intemporel. Mettre une année aurait peut-être, bon, ça n'aurait pas été un défaut, mais aurait peut-être cantonné le livre. Ici, il y a un côté, comment dire, impressionniste, intemporel, et ne pas préciser l'année fait partie intégrante de ce recueil. Mais je voudrais toi que tu donnes un mot, que nous dises un mot malgré tout sur l'élaboration de ce livre. Mais c'est un projet. Le projet le suivant, c'est-à-dire, j'imagine qu'un homme décide de passer les 365 derniers jours de son existence le mieux possible et avec le maximum de vérité. Et donc cet homme-là décide de passer 365 jours à la mer, au bord de la mer. Pour des tas de raisons, on pourrait parler de la mer pendant des heures, bien entendu. Parler de la mer, c'est aussi parler de la mer. On sait bien ce que ça veut dire. On sait aussi que c'est une arrivée et un départ également. De ma part, je trouve que la mythologie de la mer du Nord, par exemple, correspond parfaitement à ce que j'aime, à mes ambitions aussi, notamment ce silence et parfois ce faux silence. Ça va des masques de James Ensor à la fête du Purcell d'Ostende. Tout ça, disons, est significatif tout de même d'un certain état d'âme, d'un certain état d'esprit. Et je me suis aperçu depuis que je suis enfant que je ne me déplace pas à la mer du Nord, puisqu'il s'agit d'elle, de façon anodine. Il se passe toujours quelque chose. Et donc, je me suis dit, mais si j'installais moi mon bonhomme pendant 365 jours, je lui ferais écrire chaque jour quelques lignes qui seraient son journal nécessaire et ultime à la fois. Dans ces poèmes, il y a des femmes, des hommes. L'auteur s'y perçoit sans arrêt. Tu as déjà utilisé la mer du Nord comme cadre à tes romans. Ici, le genre permet d'évoquer des lieux, des faits, les êtres mieux que ne le ferait une narration finalement. Dans une narration, tu as évidemment un romancier, je veux dire, de longue date, tu as écrit de nombreux romans où les lieux sont importants. On sait la référence à la Tunisie, etc. Je veux dire, et à la mer du Nord récemment. Mais ici, dans la poésie est un genre qui te permet de mettre les paysages à l'écart et de les fixer. Ce que fait mal le roman, où on voit les paysages, mais ils font partie d'une narration, d'une trame. Et ici, ils font partie intégrante de l'écriture. Je veux dire aussi que dans une œuvre abondante comme la tienne, il y a
des sommets, et celui-ci en est un. Hein. Je veux dire que tu es arrivé avec la publication de ce livre. Je crois savoir que le texte n'est pas récent, hein, mais peu importe. Donc, il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment où tu as publié plusieurs romans ces dernières années, quelques recueils de poèmes, et tu nous arrives ici avec quelque chose, je veux dire, qui rassemble un peu le meilleur de ton œuvre. Il y a un effet, je l'ai dit, un mélange d'impressionnisme et d'humain. D'ailleurs, évidemment, qui a illustré ce livre? Quel est le choix? C'est le choix de l'éditeur. Oui, c'est le choix de l'éditeur. Je veux dire, il ne pouvait pas être meilleur. N'est-ce pas? D'accord. Je crois que le peintre est tellement connu que je n'ai pas besoin de citer son nom. Mais alors voilà, la question c'est ceci. Après avoir laissé un recueil comme celui-ci, on sait que tu es extrêmement actif, tu continues à écrire, à publier abondamment. En matière de poésie, comment après tes livres comptes-tu te renouveler? Que peut-on faire après le journal d'une année de Mérulti? Est-ce qu'on peut encore avoir des projets après un sommet comme celui-ci? Oui, parce que c'est un projet qui a un cadre, que le cadre est fixé, que les textes aboutis ou non sont écrits, et je veux dire que tout se termine au 31 décembre. Voilà. Mais j'écoutais la présentation précédente et j'entendais parler aussi de l'accession à la joie, par exemple. Je me dis qu'ici, il n'est pas question ni de joie, ni de tristesse. Il est question de vie, simplement. Je voulais savoir ce que la vie d'un homme face à la mer peut représenter dans la mesure où il n'y a pas de passé, il n'y aura pas d'avenir. Quand les 365 jours seront terminés, j'imagine que le personnage disparaîtra lui-même. Et donc, ce n'est pas non plus une histoire, je veux dire, qui inspire soit de l'espoir, soit du chagrin. Mais seulement, le fait d'être à la mer ne dispense pas mon personnage de vivre des heures que nous connaissons tous, c'est-à-dire, tiens, voilà, le laitier vient de passer, il faut que je descende les escaliers, que je prenne ma bouteille, ou bien, voilà, le bal de ramor qui se termine, il y a encore des fêtards sur la plage, ou bien j'ai vu trois chiens au loin, ben, ils continuent de galoper comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne les maintient pas en laisse? Voilà, ce sont des réflexions idiotes qu'on se fait, mais alors il y a celle qui m'intéresse davantage encore, c'est les réflexions que l'on peut faire à propos de la mer. Tiens, elle est calme aujourd'hui, elle est agitée. Ah, mais regarde, c'est marée haute. Je ne savais pas qu'elle montait si haut, je ne savais pas qu'elle descendait si loin, etc. Des trucs tout à fait idiots, mais qui semblent faire partie de la vie des gens, comme si le trajet de la mer devenait un trajet essentiel pour quelqu'un. Et j'ai voulu, à travers tous ces textes, ces 365 textes, j'ai voulu que le trajet de la mer devienne la chose essentielle, le trajet d'une vie. Voilà. Dans la préface, Renaud de Nuit, dans sa préface, nous dit « à savourer lentement ». Et il est vrai que c'est un livre qu'on a plaisir à savourer. On peut le lire d'une traite, hein, parce que ça coule bien, mais il est vrai qu'on n'est jamais dans l'urgence. Et je ne peux pas m'empêcher de vous faire savourer les premières pages. Forcément, le premier poème est titré 1er janvier. Il y a 1000 ans, les paupières mi-closes, elle posait des larmes, moussues sur la joue rosée du sable. C'était le nord déjà, mais à peine la mer. Fouettée par une mer porteuse,
et pelucheuse d'Oya de la dune. La rythmique est mauvaise. Fouettée par une mère porteuse et pelucheuse d'Oya, la dune ouvrait pour elle ses jambes creuses. Femme jamais ne fut investie avec une telle sûreté. Allons, je fais le premier pas vers elle, ferme les yeux ouatés de sommeil rauque, lui arrache une plainte à chaque coup du sable, l'expose au barbelé du vent, enfant pervers dans un cellier d'odeurs marines. Il gèle, fenêtre prise au mur glacé, pareil à l'ultime chagrin d'une averse intérieure. Le joaillier du froid faufile les pierres de la digue. Il n'est que la copie de tant d'autres solitudes. Cette nuit, je n'ai pas vu d'étoiles. Et sous sa coque de métal, le monde renversé rendait l'image de la mer aux naufragés. Mais Dieu que la mort est présente dans le cajot glacé des poissons noirs. La portière est claquée, et de ses souffles inhabiles, le chauffeur a porté le repas de ma voisine de palier. C'était le premier homme à sa sortie habillé du linge de la nuit. Il a plu, il a gelé, et puis il y a eu comme un souffle de verre le vent. Le cristallin du gel s'est emparé de tout, mais la goutte que je frotte sur le carreau me neige à la saillie de l'ongle. Deux enfants glissent et rêvent de glisser, tombent et rêvent de tomber. Le soleil de 5 heures rouille dans son poignet de glace et rêve de mourir. Demain, si tout va comme je le pense, demain rouleront de si fortes gerçures qu'on marchera sur l'eau. On fera comme à Dame, autrefois, de grands sillons sur les canaux gelés pour tatouer le front des profondeurs. Je disais bien qu'il y avait un mélange d'impressionnisme et d'une sorte de présence humaine. Martine. J'évoquais la difficulté autant que la joie de présenter un auteur que l'on connaît dans la vraie vie. Et il y a aussi cet angle où on redécouvre une personnalité, non plus dans la vie, mais dans l'imaginaire d'un livre. Ton œuvre commençait plus tardivement qu'on néanmoins déjà de nombreux titres. Si tu as commencé par le roman, on te découvre essentiellement poète ces dernières années. Que de différences quantitatives entre un roman et un recueil de poèmes, et aussi que de différences en portée dans ces deux genres. Rappelons le titre d'un de tes recueils, Il faut peu de mots. Nous allons découvrir le resserrement salutaire de ton écriture. Il est vrai, quand on compare un petit peu la quantité de travail qu'il faut pour écrire un roman, le nombre de mots que cela implique, et le resserrement de la poésie, c'est vraiment quelque chose de tout à fait disproportionné en tout cas pour le lecteur. Mais il est vrai, quand on est soi-même plongé dans ces deux genres, c'est une notion qui disparaît. Puisqu'on est de toute façon plongé dans l'acte créatif, le moment n'existe plus, le temps n'existe plus. Mais dis-nous, Martine, après avoir écrit des romans, ce resserrement est-il maintenant indispensable pour continuer à écrire ? Oui, oui. Les tout premiers romans que j'ai écrits, je m'étendais trop sur ce que pensaient les gens, les personnages et tout. Et j'ai vite compris que qu'il fallait laisser de la place au lecteur, en fait. Qu'il ne fallait pas tout lui dire, tout lui imposer, il faut vraiment lui laisser sa place. Et donc, déjà, les romans Le Murmure des Soirs, les deux derniers, là, surtout le dernier, Les Fantômes de Théodore, là, je me souviens, j'avais d'abord écrit, vraiment, c'était un gros bazar,
Et puis j'ai retravaillé, il ne restait presque plus rien. Je sabrais tellement dedans que finalement il reste. Bon, ça me paraissait de plus en plus indispensable d'aller à l'essentiel et de supprimer chaque fois chaque mot, chaque phrase, chaque image qui était inutile, que je trouvais inutile pour le propos que je voulais suivre. Et c'est petit à petit que, en resserrant de plus en plus, que je me suis mise à écrire en même temps que j'écrivais le roman. Je me souviens, le dernier, Le fantôme de Théodore. À côté, j'avais un carnet où j'écrivais parfois la même idée, mais sous forme de poème très bref. Et c'était presque un jeu, un peu au début, c'était un jeu d'écrire ce poème qui correspondait à l'idée. Et puis, ça a vraiment pris le pas sans que je m'en rende compte. Ça s'est imposé finalement. Et maintenant, mon grand plaisir, c'est de dire les choses en le moins de mots possible, mais les plus justes possibles, ceux qui correspondent le plus à ce que je veux mettre. En fait, c'est... Oui, on en a déjà discuté. Hein. Et c'est venu naturellement et en même temps en écrivant. Tout doucement, ça s'est imposé. Je veux dire que l'expérience de l'écriture, parfois, nous amène à se reconsidérer comme lecteur. On a souvent parlé du fait qu'on peut se lasser du roman, on ne se lasse pas de la poésie. La poésie demande plus d'engagement au lecteur, donc c'est une chose qu'on développe peut-être un peu plus tard dans la vie, mais c'est une chose qu'on ne perd plus par après. L'appréciation du roman, enfin, je veux dire, continue, toi et moi, à aimer lire des romans, évidemment, hein, mais je veux dire, ça ne paraît plus indispensable à un moment donné. Tandis que l'approche de la poésie, là, je dirais, c'est un autre domaine, un domaine plus intime, et je dirais, on n'a pas envie de s'en écarter. Non, c'est vrai, c'est devenu un peu une manière, c'est peut-être grandiloquent de dire ça, mais c'est une manière de vivre, vraiment, de le penser en poésie, et puis de l'écrire, mais c'est quelque chose de continu, en fait, qui habite tout le temps, un petit peu. Voilà, mais on a entendu avant nous qu'il est difficile d'écrire sur la joie. Il est vrai que, je veux dire, il est plus facile d'être brutal et de parler de choses, comment dire, qui heurtent, que de parler de la joie. Oui, mais oui, et je veux dire, et dans un sens, toi qui ne parles que de la joie, tu ne fais pas que ça, hein, justement. Je ne parle pas que de la joie. Ah non, justement. Voilà, je veux dire, il y a cette impossibilité, donc tu parles de la joie, mais tu arrives toujours à autre chose chaque fois. Il y a dans tes poèmes forcément une pulsion positive comme ça, mais c'est sans arrêt sous-tendu par une interrogation philosophique. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que l'on découvre quelques-uns de tes poèmes ce soir, donc tirés forcément de ton dernier recueil, Gaieté les embellis. Le jardin se lève en oiseau, se lever avec lui, guetter les embellis dans un mouvement du ciel, retrouver les rêves que le petit jour a volés. L'aube se contente d'un souffle, s'éblouit de son évidence. Tous les matins se ressemblent, c'est au creux de nous que quelque chose change. Nous sommes toujours en chemin. Les sentiers d'herbe m'entendent devenir. Ils le savent qu'il importe peu d'arriver quelque part. Je veux être la première à caresser le cœur des êtres. Et j'ai une heure d'avance sous le soleil. Il y a un vers que j'ai envie de relire. 2 vers. Je veux être la première à caresser le cœur des êtres. Que j'avais lu, je veux être la première à caresser le cœur des êtres. Il y a un H, pas de H. Moi qui livre dans les yeux, je le sais. À vous de le deviner.
Partout, ça chuchote, se frôle, se noue, se dénoue, corps tiède, feuilles, plumes. La tranquillité du jour, apparence fragile traversée de vibrations et d'affolement. Désordre d'un chemin de ronces. Le renard vient de passer, déjà enfoui, dans le jeu des ombres qu'il reste, un secret bien à garder. Une confidence de lui à moi. Comme les oiseaux, je crois aux promesses inventées par le matin. Si j'en trouve un seul étendu sur la mousse, vient rôder au fond de moi le petit vertige de l'abandon. Je ne veux pas être ailleurs qu'à l'intérieur de ce jardin. Je ne veux rien d'autre que suivre l'élan des arbres, la haute voltige de la simplicité du quotidien. Je rêverai toujours jusqu'au bout de moi, jusqu'au bout du temps, sous la pluie légère d'un arbre, dans le silence et le bruit des mots, avec toutes ces choses qui tournent avec le soleil. Donc c'était le premier chapitre. Ce recueil de nouveau donc, bien présenté, donc nous devons aux éditions du Coudrier, qui, comme l'édition Samsa, nous permet d'avoir entre les mains un bel objet, avec du beau papier, une belle impression. Ces quelques lignes représentent quasiment le tiers du livre, qui se lit en quelques minutes, mais ces quelques minutes que l'on peut reprendre souvent. Et si je tire de ma bibliothèque, il y a d'épais volumes, des Sioran, etc., je veux dire que je ne sors jamais. Il y a de minces plaquettes comme celle-ci que je retire souvent et que je relis. Ce sont des livres minces qu'on a le plaisir de reparcourir et qui ont un contenu puissant. Et il faut peu de mots. Il faut en effet peu de mots pour aller loin. On sent à quel point la joie, je veux dire, puissamment perturbée par nos vies, se déroule dans ces poèmes. Oui, en fait, je peux dire deux choses. Bien sûr. La première chose, c'est que ce recueil a été écrit quasiment entièrement dans mon jardin. Bon, dans un carnet, pas sur mon téléphone. Là, je fais trop de fautes, mais dans un carnet. Donc, il a été écrit tout à fait là. Et alors, ça rejoint un peu ce que disait Ludivine aussi, c'est que certains se demandent parfois, mais comment est-ce que tu arrives toujours à écrire sur ton jardin? Mais c'est la même chose, c'est sans lassitude de mon jardin, je vais dire que c'est la même chose. C'est que c'est chaque fois une autre vision et surtout d'autres interrogations qui viennent et d'autres, je vais dire que ça passe par la moulinette intérieure et c'est chaque fois différent. Donc un arbre, je vois toujours quand je me lève le matin le cerisier, mais il me donne mille idées différentes en fait. Ce cerisier, je le vois de façon différente tous les jours et il m'amène des pensées différentes à chaque fois. Il me fait poser les bonnes questions. En fait, c'est ça qui est important pour moi dans la poésie, c'est qu'elle me permet de me faire poser les bonnes questions de la vie, de l'existence, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi, ce que je fais ici, ce que je veux faire, comment je peux m'améliorer, etc. En fait, c'est ça quand je veux dire que c'est un travail de tous les jours, c'est presque une nécessité, en fait. C'est une façon de penser. Et tu as le même resserrement en quantité sur le poème que dans tes romans, ou bien ils naissent tels quels? Il y a un retravail d'élagage dans ta poésie? Oui, souvent j'écris 5 lignes et je trouve qu'il y a vraiment une ligne de trop, qu'il y a 2 mots de trop. Pourquoi cet adverbe en plus, il est inutile et j'enlève.
Oui. Mais je Oui. dis que ça m'a un peu évoqué. Et la joie dont je parlais, parce que sinon je fais perdre l'idée. Bien sûr. On parlait de la... Parce que moi je perds vite mon idée, comme ça quand on parle d'autre chose. La joie, c'est vrai, j'en parle beaucoup, mais c'est surtout que je trouve que la joie, c'est presque jamais naturel, qu'il faut se battre tous les jours pour la joie, en fait. Et ça, c'est ma nature positive qui fait que j'ai la volonté de me battre tous les jours pour la joie. Mais ça ne vient pas comme ça, c'est pas... C'est un oxymore, se battre pour la joie. Oui, mais c'est Mais vraiment ils sont ça. faits Parfois, comme ça ça. me donne des baffes intérieures pour me dire, mais pourquoi ne l'es-tu pas plus joyeuse aujourd'hui? Et Mais ce que tu dis me faisait un peu penser à un poète que j'avais beaucoup lu dans le passé, qui était François Jacquemin. Lui aussi, j'avais entendu dire, lui qui travaille un peu dans le resserrement comme ça, il écrivait des poèmes très courts. Il dit parfois, je n'écris que 5 lignes, il m'a fallu une semaine, et il y en a 3 de trop, je retire 2 de trop. Hein. Je dirais, c'est vrai que... c'est ça parfois. Oui, mais je veux dire, et on sent, c'est aussi une poésie qui court comme ceci, que l'on lit aisément, et on sent forcément un travail intérieur, un travail d'écriture. Hein. Je veux dire, rien n'est plus naturel à la lecture que ce qui a été bien travaillé. Hein. Ce qui paraît complexe. Tu dirais plutôt travailler bien pensé au départ, en fait. Bien. On peut vraiment écrire, je trouve, que sur ce qui nous est donné, Oui. et sur l'état d'esprit dans lequel on est à ce moment-là, je trouve. J'aurais du mal d'écrire sur quelque chose de triste exprès, alors que je ne suis pas triste et vice-versa. Oui, Enfin, d'accord. oui, Et on dit chez toi, je parle à l'oreille de mon univers. Tu as le charme particulier d'englober tout un répertoire en de courtes phrases. J'évoquais en parlant du recueil de Michel le fait de se projeter lui-même dans sa propre nature, en l'occurrence pour lui la mer. Et ainsi, si vos œuvres sont différentes, ce trait est noté pour tous les deux. Chez toi aussi la nature végétale, oui, les oiseaux, etc., est omniprésente. Mais toujours, il y a cette projection de l'auteur également, hein, comme chez Michel qui se projette dans un livre impressionniste. Il y a chez toi aussi tout un frétillement de la vraie vie. Alors, je m'étais dit qu'on terminerait simplement par une question que vous allez vous poser l'un à l'autre. Je vous ai demandé de préparer une question. Je vais commencer par Michel. Quelle est la question que tu voudrais poser à Martine? Mais c'est une question qui pour moi est essentielle, mais simplement en 2 minutes 50, je vais te dire, Martine, ce qui est, je crois, le contraire de ce que tu fais, de ton travail. J'ai eu la chance de bien connaître Maurice Carême, qui je l'ai rencontré souvent, et là où nous habitions, il passait me dire bonjour de temps en temps, il me disait, écoute, je vais au parc, je vais écrire, et puis il revenait, et il me dit, voilà, je me suis assis le long d'un tronc, et voilà, j'ai écrit 10 poèmes, je vais t'en lire certains, et dans le corridor d'entrée, les gens passaient, mais il me lisait les poèmes qu'il avait écrits. Ça, c'est la démarche qui n'est pas la tienne. Mais ce que je veux dire, plus précisément, c'est que, d'abord, je m'arrête à ton titre. En fait, guetter les embellis. Eh bien, le mot guetter n'est pas un mot pris au hasard. Il a une connotation peut-être un peu, je dirais, moins évidente qu'il ne paraît, peut-être plus fragile. Tu ne reconnais pas les embellis, tu ne distingues pas, tu les guettes, ce qui est tout de même assez étrange. Et puis, non seulement je suis comme Carino, moi je t'ai lu, je t'ai relu, et j'ai eu la
la curiosité de lire ce qu'on disait sur ta poésie. Et je me réjouis de voir que les lecteurs avisés disent, comme je lis d'ailleurs, qu'il y a dans ta poésie une connivence entre la nature et toi tel que tu l'aperçois, qui est du plus bel effet, parce que du plus vrai. C'est une véritable, je dis pas l'adoration, mais une véritable communication que tu as avec la nature. Alors, en allant un peu plus loin, toujours à partir de Goethe, je me dis, mais tout de même, la question viendra juste après. Je trouve des vers, parce que ces poèmes, Carino aussi en a parlé, contiennent des éléments auxquels on ne s'attend pas nécessairement. Par exemple, tu dis, tous les matins se ressemblent, et puis immédiatement, tu ajoutes, c'est au creux de nous que quelque chose change, au creux de nous. Alors là, on va arriver à ma question. Hein? De même, tu dis aussi, voilà, je veux être la première à caresser le cœur des êtres, et j'ai 1 heure d'avance sur le soleil. J'ai 1 heure d'avance sur le soleil. Et pour terminer, je citerai, le jet danse entre 2 branches, je danse au-dedans de moi. Alors là, je suis fort intéressé parce que on est déjà un peu plus loin que cette communication sublime que tu dois ressentir lorsque tu vois ton jardin, que tu y entres et que tu perçois chaque élément de la nature qui est offerte à tes yeux. Mais seulement, il y a ces vers que je viens de lire où l'on voit que presque incidemment, tu reviens vers toi. C'est-à-dire que, on dirait, tu parlais de tes romans à Carino, on dirait que tu retrouves en toi des éléments qui échappent finalement à la simple communion, des éléments qui te sont profondément ancrés au fond de toi-même et que tu développes avec beaucoup de, je veux dire, avec peu de choses, peu de mots, mais il y a cette intention-là qui m'a frappé, si tu veux. D'une part, la communion, la communication entre la nature et toi, c'est découvert. Et par ailleurs, c'est quelques vers qui montrent que, et c'est peut-être l'essentiel, mais ça c'est ma question, effectivement, qui montre que dans ce livre dont on a parlé, beaucoup en ont parlé, bien d'ailleurs, il y a autre chose. Il y a cette plongée intérieure avec peut-être les fantômes dont tu parlais dans un moment. Oui, mais c'est peut-être là, en effet, que, pour répondre un peu avec retard à ta question, que c'est là qu'il y a l'évolution, en fait, de ma poésie, je veux dire. C'est là qu'il y a une évolution. Dans mon tout premier recueil, je restais à la surface des choses, en fait. La surface des choses ressenties. Et puis, j'ai senti moi-même qu'il fallait creuser plus loin et en faire quelque chose de plus intérieur, faire un miroir avec ce que je ressentais moi. Et donc, oui, tu as raison, c'est tant mieux si tu as vu ça, parce que ça, c'est en partie voulu. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à rester à la surface des choses, et qu'il fallait creuser plus loin dans ce genre de poésie. Et oui, creuser à l'intérieur, forcément, faire miroir avec ce qu'on ressent. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais ça m'aide à me poser les bonnes questions et parfois à découvrir des fragments de soi qu'on ne connaissait pas tout à fait. Merci. Merci à toi. Eh bien, Martine, tu vas poser ta question. Oui, alors le problème c'est que j'avais plusieurs questions, mais vous les avez déjà développées et c'est normal.
Moi, je voulais d'abord faire une réflexion, c'est que, bon, j'ai d'abord lu le recueil en entier, et puis je l'ai lu comme ça, par petits bouts comme ça, et j'ai pris l'habitude, Michel, le matin, d'ouvrir le poème à la page du jour. En fait. Mais oui, je me suis dit, tiens, voilà, qu'est-ce que dit Michel aujourd'hui à telle date. Et alors, je voulais lire par exemple le 31 janvier. Et pourquoi le 31 janvier? Parce que je crois que c'est ton anniversaire. Alors, je vais lire celui-là. Joue contre verre, souffle et buée, entre battements d'ailes et cliquets d'horloge. J'attends la sarabande des mouettes qui éplucheront mes yeux aux lames du matin. Alors moi j'avais une question un peu innocente, mais en fait tu y as répondu, vous y avez répondu tous les deux pendant cet entretien. Tu n'as pas vraiment écrit tous ces poèmes au jour en question. Non. Ben non, c'est le travail d'écrivain qui a fait, même si certains poèmes tombent bien le jour en question d'un autre côté. C'est arrivé, mais donc, c'est mais tu as répondu en partie comment tu as construit. Hein, donc, et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est en fait comme un calendrier perpétuel. Tu l'as dit aussi dans une certaine mesure. Tu peux lire ces poèmes quelle que soit l'année, donc, comme si c'était un calendrier perpétuel. On en avait déjà parlé aussi, donc je m'excuse, mais donc toutes ces questions, tu en as parlé. Alors, la dernière question, tu vas peut-être la trouver étrange, Michel, mais c'est dans le titre. En fait, à quoi se rapporte exactement, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'ouvert, le mot ultime? Ah oui. J'ai journal d'une année de mai ultime. Ouais. Ça pourrait se rapporter à journal, à année, et même à mer. C'est une ambiguïté. Est-ce que oui, voilà, que tu parles de ça. C'est une ambiguïté recherchée. C'est vrai, c'est une ambiguïté que j'ai cherchée, parce que de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un journal ultime? Oui, certainement. Est-ce que c'est une année ultime? Oui, très certainement. Est-ce que la mer est ultime? Mais peut-être bien, nous verrons ça dans quelques années, si la mer est ultime. Mais donc si tu veux, je voulais mais encore une fois, je ne sais pas, mais j'ai entendu dire, ça m'a fait plaisir, que l'écriture est quand même un jeu, quelque part. Moi, je suis bien d'accord avec ça. J'ai voulu jouer avec ça, si tu veux. Le mot ultime peut s'attacher à ce que tu veux, à ce que tu sens. Voulu comme ça. Donc, je n'ai pas, moi, cherché à dire, voilà, c'est le journal ultime. Non, c'est peut-être la mer qui est ultime, etc. Tu vois, donc c'est un jeu que j'ai voulu développer, et je laisse à chacun, effectivement, le soin de décider à quoi se rapporte ultime. Et toi, tu n'as pas une préférence? Non, et je vais te dire pourquoi. D'abord parce que je ne suis pas ce personnage qui va mourir le 31 décembre, et moi j'espère. Voilà. Mais en tout cas, je l'ai bien dans ma tête, cet homme-là. Il m'est infiniment proche, et je sens bien ce qui peut le requérir jour après jour, si tu veux. Tu vois? Donc je laisse au lecteur de faire son journal personnel, peut-être à partir de la mer, qui a de l'importance, mais pas seulement pour moi, pour tout un chacun, bien entendu. Merci. Bien.